personnes, aux peu de présents dans la salle et surtout aussi aux personnes en ligne. Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu les outils de l'éthique de l'intelligence artificielle et notamment les résultats de ma thèse et comment elle a pu mener par la suite à la création donc, de Giscard AI, qui est la startup dont je suis cofondateur et qui aujourd'hui on est 6 personnes et voilà, on vient de lever des fonds là-dessus sur une solution en open source qui essaye de traiter ces problèmes-là. Euh, Peut-être le contexte de ma présentation. Donc moi, je suis data scientist de profession. J'ai travaillé d'abord dans l'industrie, dans le conseil, et ensuite j'ai fait une reconversion vers la philosophie, puis une thèse sur l'éthique de l'intelligence artificielle, dont parlait justement Christine. C'est une thèse qui a été soutenue il n'y a pas très longtemps, hein, le 1er décembre 2021, et aujourd'hui, donc comme je disais, donc je suis directeur général de Giscard AI, qui est une application de cette thèse. Ma thèse, c'est sur 6 papiers, donc c'est une thèse sur article. Je vais me focaliser ici sur un des articles de ma thèse, qui est un peu le résumé des grandes problématiques de l'éthique de l'intelligence artificielle, et notamment aussi de la problématique de ma thèse, qui est pourquoi l'éthique de l'intelligence artificielle pose problème, hein, tout simplement. Alors, ce que je vais essayer de faire d'abord, c'est de montrer ce qu'on pourrait appeler la crise de la catégorie et en quoi c'est le problème number one de l'intelligence artificielle et de l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est le fait qu'on ait du mal à déterminer des catégories normatives sur lesquelles on peut s'appuyer pour solutionner des problèmes, pour débiaiser des algorithmes, pour interpréter des algorithmes, pour anonymiser des algorithmes. On a besoin de catégories stables. Et le fait que l'IA, justement, n'ait plus besoin de ces catégories stables crée des problèmes. Donc on va essayer de voir ça. Ensuite, je vais montrer un peu la problématique de la thèse en m'appuyant sur une enquête très particulière qu'on a mené donc dans un des papiers de la thèse et qui montre un peu le problème de ces catégories. Et ensuite, je vais essayer de montrer un peu une application avec Giscard AI, comment on arrive à opérationnaliser ce problème-là et trouver des solutions concrètes. Je vais partir d'une controverse assez connue. C'est une controverse de Twitter, sur Twitter, qui est sur un algorithme de rognage des photos de chez Twitter. Donc en fait, à la base, dans Twitter, on peut uploader des photos et ces photos-là sont rognées automatiquement. Et il y a des personnes qui se sont amusées à prendre des personnes de couleur noire et blanche sur une même photo et voir vers où l'algorithme de Twitter va rogner. Et on s'est rendu compte qu'en général, l'algorithme va plutôt rogner, choisir plutôt la personne de couleur blanche. Donc ça a fait un petit scandale sur Twitter. Et jusqu'au moment où Twitter a eux-mêmes publié un article, donc c'est un article de blog, où ils disent tout simplement qu'ils vont débrancher l'algorithme et qu'ils vont mettre en place un certain nombre de recherches pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont publié quelques mois plus tard un article de recherche qui explique en fait ce qui s'est passé. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place une espèce d'expérimentation où pour différents couples de catégories, donc par exemple les personnes à la fois de couleur noire et hommes versus les personnes de couleur blanche et femmes, ainsi de suite, donc pour tous les couples possibles, il y en a 6, de regarder quelles sont les différences de l'algorithme en termes de rognage, en fait, où est-ce que ça va sélectionner. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les personnes les plus discriminées, ce sont... donc là, on voit le moins 14% et le moins 12%. Donc c'est black male higher than white female. Donc c'est ce couple-là en particulier qui a un effet disparate de 14%, donc qui est plus sélectionné à 14%. Du coup, effectivement, il y a un effet disparate. Il n'est pas si élevé que ça, 14%, mais ça justifie le fait qu'il l'ait débranché. En fait, on va se poser une question qui est... Twitter a effectivement publié, a montré, a chiffré l'effet disparate, mais pourquoi l'algorithme a posé problème? En fait, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Et ça, personne ne le savait, personne n'a essayé de creuser. Et en fait, par contre, on a eu plusieurs explications qui ont été produites sur Twitter de personnes qui pensent que c'est plutôt vers là que le problème s'est posé. Alors, je vous donne quelques explications qui ont été soulevées, en fait, qui ont été données. Première chose, c'est peut-être qu'en fait, les personnes, la base d'apprentissage, un peu ça relève de la question que vous avez posée, en fait, c'est simplement peut-être la base d'apprentissage qui pose problème. Et en fait, la base d'apprentissage, on va le voir juste après, c'est une base d'apprentissage où on a demandé à des personnes de faire ce qu'on appelle de l'eye tracking. Donc
que des personnes regardent des photos, et on va regarder vers où elles regardent d'abord la photo. Ce qui nous permet de faire ce qu'on appelle une carte de science, c'est-à-dire de délimiter les endroits dans la photo qui sont les plus vus, et ensuite de créer l'algorithme de rognage. Donc ces données-là, peut-être qu'elles sont en fait biaisées. Première explication. Ensuite, on peut se dire, c'est peut-être les data scientists qui ont fabriqué l'algorithme de chez Twitter, ils ont mis en place une technique qui s'appelle le pruning, et qui a en fait accéléré le biais. C'est une deuxième explication. Puis après, il y a d'autres explications. Il y a des explications dites techniques du type, en fait, l'algorithme de rognage va plutôt regarder les contrastes de couleurs, et on peut imaginer qu'il y a des contrastes de couleurs plus élevés chez les personnes de couleur blanche, les cheveux, la couleur de peau, que chez les personnes de couleur noire. Donc ça, c'est une autre explication qui est arrivée assez rapidement. Et en fait, on se rend compte que toute explication, pour la poser, pour essayer de la justifier aussi, on a besoin de catégories. Les pixels, le contraste de couleurs, les discriminations parmi les recruteurs de la base d'apprentissage, les data scientists qui ont mis en place une technique qui a distillé l'algorithme d'une certaine manière. On a besoin d'en parler en fait. Et le problème, justement, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, si on regarde comment l'algorithme a été fait, on voit que les acteurs, les entités différentes qui ont été mobilisées pour faire l'algorithme est hyper distillé, très disparate, très distribué dans un environnement très vaste. Alors c'est ce qu'on va essayer de voir. On va essayer de comprendre à quel point c'est difficile de donner des explications et de construire des catégories en faisant une enquête. Allons chercher en fait comment cet algorithme a été construit, et on se rend compte qu'en fait cet algorithme a fait l'objet d'un article de blog des ingénieurs de chez Twitter qui vont dire en fait cet algorithme, pour le faire, on a utilisé une base de données qui s'appelle CAT 2000, qui a utilisé 120 étudiants de l'Université de Californie du Sud qui ont regardé un certain nombre d'images, et on a sélectionné, grâce à cette méthode d'eye tracking, on a sélectionné les différentes images. Et on voit aussi que la machine, c'est une certaine machine avec une certaine spécification qui peut poser aussi problème. Si on regarde un peu plus en détail cette donnée-là, on se rend compte qu'en fait, des personnes à la fois de couleur blanche et noire parmi la photo, parmi les photos, il y en avait 200, il n'y en a pas tant que ça en fait. Il y en a quelques-unes, mais ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé en fait. On ne peut pas vraiment dire que le problème c'était que dans les images, on avait des images avec des personnes noires et blanches, et que l'algorithme et que les personnes ont plutôt regardé les personnes de couleur blanche d'abord. Ce n'est pas le cas parce qu'il n'y en avait pas des images de ce type-là. Donc cette explication très rapide de se dire c'est simplement le problème des images, elle n'est pas vraiment vraie. Et en fait, si on regarde un peu plus dans le détail, on se rend compte qu'en fait les responsables, il y en a plein. Il y a soit les étudiants de l'Université de Californie du Sud en 2014, ça peut être la machine d'eye tracking iLink 1000+, ça peut être les constructeurs de CAT 2000, donc la base d'apprentissage, qui a été construite en 2015, ça peut être les ingénieurs-testeurs de 2018 de chez Twitter, ça peut être les cartes de science de CAT 2000, ça peut être les data scientists de 2020 qui ont essayé de faire les tests pour mettre en production l'algorithme, ça peut être les différents contrastes de pixels, et en fait on se rend compte que ça devient très compliqué en fait. Il y a beaucoup de causes possibles, parce qu'on a une myriade d'acteurs. Donc ça, c'est peut-être le point de départ de cette thèse, c'est de se dire, quand on a beaucoup d'entités, comment on fait pour construire des vraies catégories stables, où on se dit, voilà le coupable, voilà le problème, je le diagnostique, et maintenant, je vais essayer de solutionner le problème. Donc ça, c'est le gros problème de l'IA. Et on se rend compte qu'en fait, il y a, très rapidement, quand il y a beaucoup d'entités différentes, on a ce qu'on appelle des réductions, où certaines personnes vont se mettre à réduire très rapidement vers des causes techniques, et puis d'autres des causes sociales. Les causes techniques, on les connaît, ça peut être le problème des biais, avoir une approche très solutionniste, où on va mettre en place des solutions techniques très rapidement pour mesurer les biais, ou des réductions sociales, où on se dit qu'en fait, tout simplement, comment on peut imaginer que dans une organisation avec que des hommes, par exemple, qu'on peut créer des algorithmes qui ne sont pas discriminants envers les femmes, en fait, parce que tout simplement, la création des algorithmes, ça se situe dans une organisation qui est elle-même située socialement, et on peut réduire les choses à des causes sociales. Donc ça, c'est aussi une autre forme de réduction. Donc justement, là-dessus, l'objectif de la thèse, c'était de se dire comment on arrive à ne pas tomber dans ce problème de la réduction, qu'elle soit technique ou sociale, en étendant le nombre d'acteurs différents, et en essayant justement de bien délimiter, de bien identifier l'ensemble des acteurs pour ensuite faire une réduction, parce qu'on est obligé de la faire, mais une réduction avec le maximum d'acteurs.
Alors la méthode de la thèse, c'était aussi de se dire, partir d'une controverse, partir d'un problème, voir comment ces problèmes sont résolus par des opérationnels, des data scientists, et de voir comment ils le résolvent. Alors je vais justement vous parler d'une expérimentation qu'on a faite et qui est assez intéressante parce qu'elle permet de comprendre les réductions qu'on peut mettre en place quand on est data scientist et quand on doit traiter les problèmes d'intelligence artificielle. Alors, je vais vous faire une petite démo. C'est plus simple que je... Alors, je vous fais une petite démo. Hop. Voilà. Donc, supposons qu'on aille voir des data scientists et qu'on leur demande, on leur donne une base d'apprentissage pour faire du credit scoring, donc pour prédire le risque de défaut d'algorithmes bancaires, enfin de dossiers bancaires, et que on les provoque au fur et à mesure pour voir comment ils réagissent. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on a demandé à des data scientists de créer un algorithme. Ils l'ont créé dans une certaine plateforme. Et une fois qu'ils l'ont créé, ce qu'on fait, c'est qu'on les provoque par ce genre de petites remarques. Lorsque le demandeur de crédit est une femme, l'algorithme que vous avez créé refuse trop souvent. Qu'est-ce que c'est que cet algorithme? Donc une première provocation pour voir comment le data scientist réagit. Et en général, là-dessus, le data scientist va dire mais non, c'est pas ma faute, c'est dans les données, mais j'ai regardé ces choses-là, je peux enlever la variable femme, homme, je peux faire un certain nombre de choses. Mais en général, il y a tout de suite une espèce d'hésitation que la provocation va créer, alors qu'à la base, quand on leur a demandé de fabriquer l'algorithme, ils sont très rapides parce qu'ils savent comment ça marche. Ils savent comment paramétrer les choses, ils ont des outils pour le faire très rapidement, mais la provocation, ça crée une espèce d'hésitation. Un ralentissement de l'action, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Deuxième chose, donc on dit au data scientist, ok, certes, tu me proposes un certain nombre de solutions. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un outil pour que tu puisses rentrer tes préférences éthiques et paramétrer ton algorithme. Donc ça, c'est ce qu'on a créé, un outil qui va permettre au data scientist de dire, ok, j'ai un indicateur qu'on appelle l'indicateur de disparate impact, qui est simplement le ratio de la probabilité d'être sélectionné, que son dossier bancaire soit sélectionné par la banque chez les femmes, divisé par la probabilité moyenne chez les hommes. Et donc ça crée un espèce de ratio, et plus ce ratio est proche de 1, et moins il y aura d'effets disparates entre les hommes et les femmes. Donc on a créé ce ratio-là, et on demande aux data scientists de se dire, ok, essaye à partir de ces différents ratios. Donc là, on voit un nuage de points avec en ordonnée le disparate impact, qui est cet indicateur de l'équité entre les hommes et les femmes, et en abscisse la performance. Et chaque point correspond à un algorithme qui a été créé que nous on génère automatiquement. Et on demande aux data scientists, voilà, tu as été provoqué, enfin il y a quelqu'un qui t'a fait une critique, comment est-ce que tu la gères dès lors qu'on te donne les outils? En général, le data scientist va aller très vite. Il va se dire, ok, mais moi je veux un algorithme qui soit éthique, donc forcément je veux quelque chose qui soit proche de 1 et qui soit suffisamment performant, donc suffisamment à droite, donc un truc comme ça. Ainsi de suite. Une fois qu'il a choisi un certain nombre d'algorithmes, on lui demande de choisir le meilleur algorithme. Donc là, il va prendre celui qui est le plus vert, donc le plus performant et le moins discriminant. Il valide. Et on lui demande d'écrire la performance qu'il avait avec son premier modèle. Et en général, la performance avec son premier modèle est plus élevée, donc souvent elle est égale à 0,8. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dégradé la performance, mais il a augmenté en disparate impact. Donc il est moins discriminant. Donc vous avez amélioré cet indicateur sur l'équité, mais on a réduit sur la performance. Et donc le data scientist en général là est plutôt satisfait. Il se dit voilà, certes j'ai un peu baissé ma performance, mais ça valait le coup quand même. Et une fois qu'il est satisfait de son algorithme, on le reprovoque par une nouvelle provocation qui est c'est n'importe quoi cet algorithme, il me refuse presque systématiquement le crédit aux personnes étrangères. Je croyais que tu avais divisé l'algorithme. Donc on rajoute une nouvelle catégorie et on reprovoque le data scientist. Et là, le data scientist va dire non mais c'est sans fin cette histoire-là. Il faudrait redébiaiser, mais aussi sur cette nouvelle axe. Donc il y a une nouvelle dimension. Et on lui dit pas de problème, on te donne à disposition cette nouvelle dimension. À toi de choisir comment tu débiaises les choses. Donc il doit prioriser entre le disparate impact chez les hommes et les femmes ou les travailleurs étrangers, ainsi de suite. Supposons qu'on privilégie plutôt les travailleurs étrangers, voilà, c'est un choix que chaque data scientist peut faire comme il le souhaite. Et même chose, il peut choisir un algorithme performant ou pas.
Et du coup, vu qu'il a une deuxième dimension, il peut choisir sur la dimension homme-femme d'autres algorithmes et ensuite choisir le meilleur algorithme. Donc là, c'est le même process. Supposons que je choisisse celui-là. Hop. Et là, hop, on aura une conclusion. On va dire, bah voilà, vous avez dégradé tel ou tel indicateur par rapport à ce que vous avez fait avant, et ainsi de suite. Et même chose, on ne s'arrête pas là. Une fois que le data scientist, en général, ils sont plutôt satisfaits quand ils voient ce qu'ils ont fait là. On continue l'expérimentation et on reprovoque, encore une fois. Lorsque les clients refusés me demandent une explication, comment veux-tu que je donne une explication avec tant de variables? Ne peux-tu pas me donner un modèle plus interprétable? Parce que c'est vrai que là, on s'est intéressé qu'aux discriminations, mais il y a aussi l'interprétabilité. Et là, rebelote, on le redonne à disposition un indicateur de l'interprétabilité qui est simplement le nombre de variables à l'intérieur du modèle, qui est un proxy, et on lui redemande de prioriser les choses, de valider, puis ensuite de prendre certains algorithmes, ainsi de suite. Et en fait, là, je vais vite, hein, mais le but de cette approche-là, c'est de se dire, chaque fois, les provocations, elles peuvent être de plus en plus radicales. Là, je vais vous donner une provocation qui est un peu plus rentre-dedans et qui ne peut pas être absorbée par l'algorithme, qui est par exemple, Monsieur Smith vient d'être viré, il est accusé d'harcèlement sexuel, il était ouvertement misogyne, mais attends, n'as-tu pas utilisé ses décisions passées pour alimenter ta base d'apprentissage? En fait, on peut se dire que toutes les données que le data scientist a utilisées pour corriger les algorithmes sont elles-mêmes issues de données qui peuvent être elles-mêmes biaisées. Et donc là, c'est le serpent qui se mord la queue, et là, le data scientist se comprend bien que la correction devient de plus en plus compliquée. On peut continuer. On peut le provoquer en lui disant nous n'avons pas confiance en ces data scientists, ce sont pratiquement tous des hommes blancs, comment voulez-vous qu'ils débiaisent quoi que ce soit? Donc là, une provocation encore plus radicale, puisqu'on remet en question l'organisation même de la production de l'algorithme. On regarde un peu comment ils réagissent, et puis on peut d'autres provocations du type comment se fait-il qu'une décision si importante soit donnée à un algorithme, le monde tourne à l'envers. Oui, donc on peut remettre en question même le fait d'utiliser un algorithme pour une décision bancaire. Et en fait, les résultats de cette expérimentation, il y en a plusieurs. En fait, on se rend compte qu'il y a deux pôles. Il y a ce qu'on pourrait appeler un pôle local et un pôle global. Le pôle local, ce sont des moments où les data scientists sont hésitants, ralentissent l'action, sont plus réflexifs. En fait, ils vont se poser la question de comment je me positionne face à ce problème-là. Et souvent, ces moments-là sont provoqués par des provocations. Enfin, ils arrivent suite à des provocations, suite à des critiques. Et puis de l'autre côté, vous avez des moments plus globaux, où là, pour le coup, on va très vite, on va mobiliser des critères, des indicateurs, des outils, et ça nous permet d'aller vite, parce qu'on a des entités officielles, des lois, des métriques pour aller très vite. En fait, on a deux pôles, lent et un autre plus rapide, et on se rend compte qu'en fait, dans des problématiques complexes comme celles posées par l'intelligence artificielle, on a besoin de faire des allers-retours entre des moments un peu plus réflexifs, puis des moments où on arrive à solutionner des problèmes, à aller vite, à aller mobiliser des entités, la loi, et solutionner les choses. Donc on voit cette expérimentation, elle permet justement de se rendre compte du fait que voilà, il y a ces allers-retours, et c'est peut-être ça le grand résultat de ce papier, c'est de montrer ces choses-là. Du coup, face à ce constat, la question c'est comment du coup opérationnaliser une solution pour l'éthique de l'intelligence artificielle, et on sent qu'en fait il faut réussir à faire ces allers-retours entre des moments locaux et globaux. Les moments locaux sont provoqués par des provocations, enfin des critiques. Une manière peut-être c'est de se dire il faut ouvrir les algorithmes dans le sens où réussir à récolter un maximum de feedback, de critiques, de bugs, de sorte à ce que les opérationnels soient toujours soient toujours confrontés à un esprit de contradiction pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est un premier pôle qui correspond au pôle local, et puis un deuxième pôle plus global qu'il faut toujours mettre à disposition des outils, des interfaces, des visualisations, pour que un peu comme les nuages de points que je vous ai montrés, pour que les personnes puissent aller vite et solutionner les choses, avoir un esprit technique toujours face à de la critique. Donc il faut réussir à jongler avec ces deux pôles. C'est ce qu'on a fait avec notre startup là aujourd'hui. Donc Giscard AI, je vais vous faire une démo de l'outil qu'on a mis en place aujourd'hui. Alors,
Voilà. Donc là, vous avez une interface. Donc supposons, on va reprendre le même problème du credit scoring, qui est donc l'attribution de crédit bancaire, qui est quand même un problème très classique en intelligence artificielle, mais ça pourrait marcher pour n'importe quel algorithme de machine learning. Supposons que vous soyez un data scientist, vous avez créé un modèle de machine learning dans votre environnement un peu classique, souvent ça se fait en Python, dans un notebook. Vous avez la possibilité justement de récupérer un certain nombre de critiques. Donc c'était les provocations là, que je vous ai montrées. Comment on fait? Simplement, par quelques clics, vous prenez votre modèle. Donc là, j'ai pris un modèle, une version de mon credit scoring. Je donne la variable qu'on appelle la variable target, donc c'est la variable que j'essaye de prédire, et hop, je crée en quelques clics une espèce d'interface qui me montre un peu les entrailles de l'algorithme. Donc qu'est-ce que ça me montre? Ça me montre pour différents dossiers bancaires, donc là j'en ai plusieurs. À gauche, ce que vous voyez là, ce sont les caractéristiques de ce dossier bancaire. Donc account check status, c'est l'argent que j'ai dans le compte courant. Duration in months, donc c'est la durée du crédit bancaire. Donc là, c'est 48 mois, ainsi de suite. À droite, vous avez le résultat. Donc à 59%, vous avez prédit que c'était un défaut, et à 41% que c'était non défaut. Et une explication qui est générée automatiquement et qui montre un peu les variables qui ont le plus joué dans la décision du modèle. Et l'idée, c'est qu'on donne la possibilité à des personnes qui ne sont pas forcément techniques, donc ça peut être des utilisateurs finaux, ça peut être aussi des parties prenantes dans une banque, par exemple, ça peut être le conseiller bancaire, on peut l'inviter, et on peut l'inviter à donner du feedback sur ce modèle. Donc supposons, mettons-nous dans la peau d'une personne non technique et qui est censée donner du feedback de ce modèle, et il peut s'amuser à, par exemple, changer des variables du modèle. Donc là, vous voyez le sexe, female, et le changer à male. Et on se rend compte que la probabilité de défaut, qui était de 59%, a augmenté et est de 67%. Et de se dire là, est-ce que cet impact de la perturbation que j'ai faite sur le sexe a du sens pour vous? Et on peut dire, ben non, je ne comprends pas pourquoi cela augmente la probabilité de défaut. Donc ça peut être voilà, là je fais un feedback que je peux envoyer, ainsi de suite. Mais même chose, je peux m'amuser à perturber le modèle, à regarder aussi pourquoi c'est le compte courant, l'argent que j'ai dans le compte courant qui a le plus influé la décision, et donner du feedback très différent de différentes manières. À partir de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on permet au data scientist de récupérer l'ensemble de ces feedbacks. Donc remettons-nous dans la peau du data scientist, et là il voit qu'un modèle qu'il a créé a généré plein de feedbacks très différents pour différentes variables. Là, par exemple, sur la variable âge, plein de personnes ont dit attendez, votre modèle, il est trop sensible à l'âge, et que la probabilité de défaut augmente dans la mauvaise direction en fonction de quand j'augmente l'âge, ainsi de suite. Donc, on a beaucoup de feedbacks différents. Ce que le data scientist peut faire, c'est prendre un des feedbacks, et ce qu'il peut créer, c'est une métrique très concrète en créant un test ici. En cliquant sur test, le data scientist peut créer une métrique où, pour un certain feedback, on crée un indicateur qui pourra être exécuté à chaque fois que le modèle change de version. Donc chaque fois qu'on upload un nouveau modèle, on pourra créer ce modèle. Et ça, c'est très important parce que, comme vous le savez, je pense, dans le monde de l'ingénierie logicielle, le test, c'est ultra primordial. C'est ce qui permet d'assurer la qualité des modèles. Donc nous, ce qu'on permet, c'est aussi de fabriquer ce genre de tests, mais aussi de fabriquer des dashboards qui peuvent être utilisés pour de la régulation, pour des audits, en tout cas pour créer l'ensemble de la documentation qui est nécessaire pour créer des modèles, et qui est aussi aujourd'hui demandé par la loi européenne, notamment l'AI Act, qui demande des outils de management de la qualité pour l'intelligence artificielle. Donc c'est ce genre de choses qu'on crée aujourd'hui et qu'on met aujourd'hui à disposition en open source, et qui permet aux entreprises en fait de s'approprier les enjeux éthiques de l'IA, mais non pas avec une approche figée où ils posent eux-mêmes les catégories, mais une approche très ouverte où on collabore, on permet à plusieurs personnes de donner du feedback et utiliser ces feedbacks de manière très bottom-up pour créer des critères, des principes, et voir nourrir des chartes, nourrir des tests, nourrir de la documentation. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup.
Alors, merci Jean-Marie. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais je vois qu'elles arrivent après, puisque j'ai une question pour Christine. Ce sont nos data scientists qui s'interrogent, qui disent en fait, bon, l'Europe régule, ou en tout cas est en train d'essayer de réguler, mais finalement, les géants sont plutôt en dehors de l'Europe, aux États-Unis ou en Chine. Donc, Farid nous cite un adage en IA. Les US inventent, la Chine suit, et puis finalement l'Europe régule. Je pense que c'est vrai dans beaucoup de domaines. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied si on est les seuls à réguler? Alors cette question est évidemment très pertinente. Alors deux réponses. La première, je vais faire un parallèle avec le RGPD. On a dit la même chose du RGPD, Règlement général des données personnelles, en 2018 quand il a été implémenté. Et en fait, quand on regarde maintenant qu'est-ce qui se passe sur le RGPD, le RGPD, si vous allez en Californie, il y a l'équivalent du RGPD qui a été mis en place. Il y a un certain nombre d'États américains qui ont mis en place l'équivalent du RGPD. Si vous écoutez le responsable des données chez Apple international, il prône un RGPD aux États-Unis et la question est en train de se poser. Donc en fait, on a toujours cette vision au départ en Europe et puis après on s'aperçoit qu'en fait, même les grandes entreprises aujourd'hui comme les mamas dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien elles se confrontent à un moment donné à un retour du marché qui fait qu'elles ont besoin quelque part aussi de régulation. Donc pour moi, on est pionnier sur ces régulations, c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'évidemment, c'est lié aussi à notre culture européenne de défense d'un certain nombre de valeurs, mais il ne faut pas le voir comme quelque chose de forcément négatif. C'est vraiment le cas du RGPD aujourd'hui. Et la deuxième réponse, on a fait un gros travail aujourd'hui d'interaction avec 1000 membres de Cap Digital, qui sont des... Cap Digital, c'est un pôle de compétitivité sur l'Île-de-France où il y a des grands groupes, des startups, des PME, des labos de recherche, sur la manière dont ils voyaient, eux, et comment ils mesuraient aussi les questions d'innovation numérique responsable. Et l'IA est au cœur de ce sujet. Et donc, quand on m'a demandé de faire ce travail, j'ai dit, on va quand même d'abord poser un certain nombre de questions aux entreprises avant de démarrer ce travail. Et on a posé 10 questions parce que Cap Digital est un pôle de compétitivité. Et donc, la première question que j'ai, enfin, parmi les questions, il y avait quand même une question, est-ce que pour vous, entreprise, les questions d'innovation responsable, ces questions d'IA responsable en particulier, c'est un frein à l'innovation, c'est un frein à la compétitivité ou pas? Eh bien, j'ai été très surprise des résultats. Personne n'était obligé de répondre ça. Plus de 75% des réponses étaient de dire ça n'est plus un frein du tout à la compétitivité et c'est une approche qu'on se doit d'avoir aujourd'hui, qu'on se doit d'avoir pour plein de raisons, parce que ça devient des critères de RSE, ça devient des critères de responsabilité d'entreprise et ça devient aussi quelque part des critères de recrutement de jeunes, c'est-à-dire il y a de moins en moins de jeunes, notamment aussi des data scientists, mais pas que, qui veulent aller dans des entreprises qui ne traitent pas, qui n'adressent pas ces questions de responsabilité. Donc on se dit toujours c'est un frein, mais voilà. Et je pense que l'approche, pour terminer, de régulation européenne est assez raisonnable, entre guillemets, puisque si vous avez une application d'intelligence artificielle qui n'a aucun impact négatif, je veux dire, elle sera tout à fait utilisée et même poussée, parce qu'on a parlé des problèmes éthiques de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, c'est un outil formidable. Et donc, il y a énormément d'applications qui vont être poussées. Donc là, on ne s'adresse dans les risques dans la loi qu'à des applications qui posent vraiment problème sociétaux, environnementaux, et qu'il faut quand même regarder. Voilà. Mais la majorité des applications passeront sans problème. Merci Christine. Peut-être voilà, tirer une question. Oui, merci. Une question pour Jean-Marie. Merci de cette présentation et de ces outils, de ces idées d'outils qui vont permettre justement d'ajuster et donc de piloter des algorithmes. D'une façon plus générale, ça soulève la question de la gouvernance des algorithmes dans une entreprise. Alors, selon vous, cette gouvernance des algorithmes, elle doit être basée sur quoi? Enfin, quelles sont les composantes
d'une bonne gouvernance des algorithmes? Peut-être en repartant de ce qui a pu être fait, je pense qu'il y a forcément une gouvernance un peu plus top-down et une bottom-up. Et la gouvernance bottom-up, elle peut résulter en fait d'une sollicitation ou d'une contribution de l'ensemble des parties prenantes de l'algorithme. Donc ça peut être par exemple le conseil bancaire en l'occurrence ici, ça peut être aussi le DPO de la boîte, ça peut être même peut-être l'utilisateur final, hein, ça peut être un demandeur de crédit. Donc il faut une sollicitation inclusive, collaborative. Donc ça c'est pour l'approche bottom-up. Et pour l'approche top-down, aujourd'hui on commence à avoir des vrais outils de régulation avec l'AI Act notamment, mais aussi soit des normes, on a parlé d'AFNOR, ISO 42001, qui aujourd'hui fait partie de ces grandes normes, mais qui sont en cours de construction. Et pour les certifications, il y a les certifications du LNE, qui permettent aussi de certifier la qualité de l'intelligence artificielle et qui permet de créer l'ensemble de la documentation et faire une certification du processus de la mise en place de l'IA. Donc il faut réussir à faire un peu des deux, créer des comités qui arrivent à être inclusifs et à la fois mobiliser les éléments de langage de ces documents, mais aussi, grâce à des outils un peu comme ceux-ci, réussir à mobiliser les feedbacks des différents utilisateurs. Il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Notamment Farid qui trouve le travail de Jean-Marie très intéressant. Et donc déjà, est-ce que la thèse, elle est disponible ? Oui, elle est disponible. Je vais la mettre sur mon ResearchGate, mais oui, elle sera disponible d'ici peu de temps. Ouais. Ouais. Ok. Et concernant l'IA éthique, l'outillage technique n'est qu'un aspect de la solution globale. Se concentrer sur les techniques ne met-il pas la pression sur les seuls data scientists à qui on demande de sauver le monde ? Sachant que les algorithmes ne font que reproduire les biais sexistes et racistes de la société. Dans ce cas, le combat de l'IA éthique n'est-il pas à mener d'abord dans et par la société ? Ouais, alors ça c'est une très bonne question. Alors j'ai deux réponses. La première chose, c'est vrai que quand on va demander aux data scientists de corriger son algorithme, la première chose que les data scientists nous disent, c'est mais c'est pas mon travail. Il faudrait créer un comité éthique, il faudrait créer autre chose, mais je suis pas en mesure, j'ai pas la formation. Souvent ils disent ça, je suis pas formé pour. C'est vrai. Donc d'où l'intérêt justement de récupérer du feedback d'utilisateurs business pour que la responsabilité soit partagée et pas juste prise par le data scientist. Ça c'est très très important. Mais la deuxième chose, c'est que les data scientists qui disent qu'en fait tout se trouve dans les données et ils n'ont pas de marge de manœuvre, c'est pas vrai. Ça parce qu'on le montre par exemple dans cette interface, c'est que les différents algorithmes qu'ils peuvent créer ont des impacts différents, même si ces algorithmes utilisent les mêmes données. Donc on le voit par exemple dans des nuages de points qu'on a pu faire. Je vous ai montré déjà des nuages de points, mais on a vu dans ces nuages de points, en fait, chaque point correspond à un algorithme différent parce qu'on a modifié les hyperparamètres ou la manière de fabriquer l'algorithme, mais pour les mêmes données. Donc en fait, ils ont de grosses marges de manœuvre puisqu'on a vu l'éventail dans le disparate impact, elle peut varier presque du double. Donc non, les data scientists ont un impact. Moi, je voulais juste compléter en disant que, en fait, c'est pas qu'un problème de data scientist. Nous, ce qu'on prône, c'est ce concept de responsabilité numérique de l'entreprise, qui est bien plus large même que l'IA. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné qu'au sein des RSE des entreprises, on mesure la RNE, la responsabilité numérique de l'entreprise, et l'IA est un des critères de la RNE. Mais ce sont des critères beaucoup plus larges à tout le moment du process d'innovation. Dans l'élaboration d'un produit, eh bien, on doit pouvoir mesurer cette responsabilité numérique de l'entreprise. Donc, au contraire, le data scientist ne doit surtout pas être tout seul à résoudre les problèmes des algorithmes. On doit remonter ça dans des critères de RSE. Et ce qui est quand même très, très étonnant, et ça a été d'ailleurs l'une des raisons fondatrices de Good in Tech, c'est de dire que le digital transforme tout, les technologies transforment tout, et paradoxalement, il y a très peu de critères RSE qui relèvent du digital. Alors, il y en a quelques-uns, mais il y en a extrêmement peu. Et donc, l'idée, c'est mesurons la responsabilité numérique des entreprises, mesurons l'innovation numérique responsable avec des critères que tous les ans, on va regarder
et qu'on va essayer de faire progresser tous les ans. Et donc là, les data scientists ne seront pas tout seuls. Ça veut dire finalement aussi dans les labels RSE qui existent, et là je parle en connaissance de cause, de pouvoir inclure systématiquement des critères autour de l'IA qui maintenant fait partie prenante de toutes les activités de l'entreprise. Alors, on avait une autre petite question. Je vais récupérer mon ordinateur, pardon. Voilà, un peu dans le même esprit, hein, j'ai parfois l'impression qu'on demande à l'IA d'être plus éthique que les hommes et la société elle-même, en redressant certains biais et en supprimant toute discrimination. Dans ce cadre, qui est en mesure de définir les limites de ce qui est moralement acceptable, parce que finalement, derrière, on retrouve quand même des hommes. Faut-il créer un comité de sages qui dessinerait une société idéale et paramétrer nos algos pour tendre vers elle ? Je peux peut-être juste intervenir très rapidement. Moi, j'ai participé et je suis encore dans des comités d'éthique sur les technologies, en particulier là au comité d'éthique du ministère des Armées, de la Défense. Mais j'ai été à la CERNA, comité d'éthique de la recherche sur le numérique d'Alisten, qui a été l'un des premiers comités d'éthique sur